Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 heures au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le chef de la diplomatie Badr Abdelati s'entretient par téléphone avec son homologue iranien et avec l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient. L'armée de l'occupation israélienne mène des raids aériens et des opérations de démolition dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Et un froid intense paralyse une grande partie des États-Unis. Une nouvelle vague de froid est attendue à la fin de la semaine. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé mercredi la réunion hebdomadaire du gouvernement à la nouvelle capitale. La réunion a porté sur le suivi des directives présidentielles, la satisfaction des besoins des citoyens, la lutte contre l'inflation, la stabilité des marchés et la disponibilité des produits alimentaires. Les discussions ont également concerné le renforcement des dépenses dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la protection sociale, ainsi que le soutien aux investissements, aux exportations et aux projets nationaux dans le cadre de la vision 2030. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati s'est entretenu par téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. Ces échanges ont porté sur les derniers développements régionaux. Le chef de la diplomatie a souligné la nécessité d'intensifier les efforts visant à réduire l'escalade et à contenir les tensions. Il a insisté sur l'importance de créer un climat favorable à la recherche des solutions diplomatiques et à la conclusion de règlements politiques durables, garants de la sécurité et de la stabilité régionale. Abdelati a également mis en avant l'importance du respect des voies diplomatiques et la préparation des conditions nécessaires à la reprise du dialogue entre les États-Unis et l'Iran en vue de parvenir à un accord global sur le dossier nucléaire. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a averti mercredi que les États-Unis vont devoir cesser les menaces s'ils veulent négocier. Donald Trump laissant planer la menace d'une intervention militaire après la répression des manifestations dans la République iranienne. Sur la télévision d'État, il a dit s'ils veulent que des négociations prennent forme, ils vont devoir cesser les menaces et les demandes excessives. Dans le même contexte, l'Iran a affirmé son contrôle total sur le détroit d'Ormuz. Elle a souligné que la sécurité de cette voie maritime stratégique est directement liée aux décisions de Téhéran, a averti qu'elle fermerait le détroit en cas d'attaque. L'Iran a expliqué qu'elle reçoit en temps réel des informations précises par voie aérienne et maritime concernant le détroit d'Ormuz. Elle a insisté sur le fait que la surveillance iranienne de cette voie maritime est exhaustive et continue, permettant le suivi de tous les mouvements sans exception. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a déclaré mardi que la monarchie du Golfe n'autoriserait aucune attaque contre l'Iran lancée depuis son territoire. Lors d'un entretien téléphonique avec le président iranien Masoud Pezeshkian, le prince héritier a réaffirmé la position du royaume quant au respect de la souveraineté de l'Iran. Il a indiqué que le royaume ne permettrait pas que son espace aérien ou son territoire soit utilisé pour des actions militaires contre l'Iran, selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères. Les États-Unis ont annoncé mardi qu'ils allaient mener un exercice militaire aérien de plusieurs jours au Moyen-Orient. La veille, l'armée américaine avait annoncé l'arrivée dans la région du porte-avions Abraham Lincoln et de son escorte. Selon la composante aérienne du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, cet exercice démontrera la capacité à déployer, disperser et maintenir une puissance aérienne de combat à travers le Moyen-Orient. L'armée de l'occupation israélienne a lancé mercredi matin des raids aériens et des opérations de démolition violente dans les régions de son déploiement dans le sud et le sud de la bande de Gaza, dans une nouvelle violation quotidienne de l'accord de cessez-le-feu. Selon des sources palestiniennes, 2 violentes explosions à l'issue des opérations de démolition faites par l'armée israélienne dans les régions sous sa occupation. L'artillerie de l'armée de l'occupation a également bombardé les quartiers est de la ville de Gaza, alors que les mécanismes stationnés dans l'est de la ville ont lancé ces tirs.
Le 126e convoi d'aide humanitaire Zad el-Aïza a traversé le côte égyptien du terminal de Rafah mercredi matin en direction du point de passage de Karm Abou Salem pour entrer dans la bande de Gaza. Le convoi transporte des milliers de tonnes d'aide humanitaire et de secours, comprenant des produits alimentaires, des fournitures médicales et des médicaments. Elle inclut également des produits d'hygiène personnelle ainsi que des camions chargés de diverses matières pétrolières et d'abris, tels que des tentes et des couvertures et des vêtements d'hiver. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël allait désormais se concentrer sur deux missions, désarmer le Hamas et démilitariser Gaza. Lors d'une conférence de presse, Netanyahou a aussi réaffirmé qu'il ne permettrait pas la création d'un État palestinien et certainement pas à Gaza. Netanyahou a d'autre part souligné qu'Israël maintiendra son contrôle sécuritaire sur l'ensemble de la zone allant du Jourdain à la mer Méditerranée. Un jeune Palestinien est tombé martyr mardi soir par des tirs israéliens lors d'un raid au sud d'Hébron. D'autre part, le Croissant Rouge palestinien a indiqué que ses équipes ont soigné 2 personnes blessées par balles. Les forces de l'occupation israélienne ont également mené des raids sur un camp de réfugiés dans le nord du Jérusalem-Est. Des attaques qui se poursuivent pour le 3e jour consécutif. Les forces d'occupation ont détruit et démoli des dizaines de bâtiments, d'installations et d'infrastructures, prétendant qu'il s'agissait de raisons sécuritaires. Le président américain Donald Trump a mis en garde mardi sur le fait que les États-Unis cesseraient de soutenir l'Irak si l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki devait revenir au pouvoir. Par ailleurs, le Parlement irakien a ajourné mardi l'élection du chef de l'État à la demande des 2 principaux partis kurdes qui ont souhaité un délai pour s'entendre sur le nom d'un candidat. Le Kremlin a indiqué mardi dans un communiqué que le président russe Vladimir Poutine doit s'entretenir mercredi avec son homologue syrien Ahmad al-Shara en Russie. Il a ajouté que les discussions porteront sur l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines, ainsi que sur la situation actuelle au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution mettant fin dans 2 mois à la mission mise en place pour tenter de faire respecter un cessez-le-feu dans la ville portuaire stratégique de Hodeïda, dans l'ouest du Yémen. 2 pays se sont abstenus, la Russie et la Chine. La guerre a plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde, selon l'ONU. Les autorités ukrainiennes ont annoncé mercredi que 2 personnes ont été tuées et 4 autres blessées dans la banlieue sud-est de la capitale. Mardi, une autre vague de frappes russes a fait 12 morts, dont 5 dans un train de passagers près de Kharkiv et touché des infrastructures énergétiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé les frappes, soulignant qu'il n'y a pas et qu'il ne peut y avoir aucune justification militaire pour tuer des civils dans un wagon de train. Il a appelé à exercer une pression sur la Russie. La Corée du Nord a annoncé mercredi qu'elle dévoilerait la prochaine étape de ses plans de dissuasion nucléaire lors du congrès du parti au pouvoir attendu en ce début d'année. Cette annonce intervient au moment où les craintes d'un renversement du régime se renforcent à Pyongyang. La capitale nord-coréenne a multiplié ses essais militaires ces dernières années. Les analystes estiment que cette campagne a pour but d'améliorer ses capacités de frappe de précision, de défier les États-Unis et la Corée du Sud et de tester des armes avant d'éventuellement d'exporter vers la Russie. Le commerce extérieur de l'Égypte a enregistré mardi une amélioration notable en 2025, marquée par une hausse significative des exportations hors hydrocarbures et une réduction du déficit commercial. Selon les données du ministère de l'Investissement, les exportations hors pétrole ont atteint environ 48 567 milliards de dollars, en augmentation de 17% sur un an.
Cette performance a contribué à réduire le déficit commercial de 9% pour le ramener à 34,447 milliards de dollars. Après une longue trêve en raison de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe de l'Ahli a battu en championnat grâce à une victoire de 3-1 contre Wydad le 27 janvier du stade du Caire. Grâce à ce succès, l'Ahli reste troisième au classement avec 26 points à une longueur du Pyramids FC, le deuxième, et à 6 du leader Ceramica Cléopâtra, qui compte toutefois un match de plus. Mercredi, Zamalek affronte Petrojet à 17h. Pyramids affronte El Gouna à 20h et le Masri Ceramica Cléopâtra à 20h. Une énorme coulée de terre provoquée par des pluies diluviennes en Indonésie a enseveli samedi en pleine nuit des habitations de deux villages montagneux situés à 25 km au nord de Bangang, quatrième ville du pays. Mardi soir, 34 victimes avaient été identifiées selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Le nombre de personnes disparues a été ramené à 32, mais les autorités locales craignent que le chiffre réel ne soit nettement plus élevé. Plus d'une cinquantaine de maisons ont été détruites ou endommagées et plus de 650 personnes ont été évacuées. Une grande partie des États-Unis est soumise à un froid intense depuis le passage d'une vaste tempête hivernale qui a fait des dizaines de morts. Plongés dans le noir, des centaines de milliers de personnes et semé le chaos dans le trafic aérien. Une nouvelle vague de froid est attendue ce week-end, ce qui pourrait entraîner des températures négatives records et provoquer une autre tempête majeure. Au moins 38 personnes ont perdu la vie pour des motifs liés à la tempête. Hypothermie ou accident selon une compilation d'informations des médias et des autorités locales. 3 enfants âgés de 6 à 9 ans sont morts lundi après être tombés dans un étang gelé dans le Texas selon les autorités. Ce bilan pourrait s'alourdir. Le maire de New York, Zohran Mamadi, ayant déclaré mardi qu'au moins 10 New-Yorkais avaient été retrouvés morts dehors même si la cause de leur décès reste encore à déterminer. Selon le régulateur américain de l'aviation, dans la Maine, 7 personnes ont été tuées dans un accident d'avion privé. L'engin s'est écrasé alors qu'il tentait de décoller pendant une tempête de neige. Mardi soir, près d'un demi-million de foyers et entreprises étaient privés d'électricité dans tous les États-Unis. Le trafic aérien a également été très perturbé. Plus de 9000 vols ont été annulés dimanche, soit davantage que n'importe quel autre jour depuis le début de la pandémie de Covid. Selon les données préliminaires des services météorologiques américains, les chutes de neige les plus importantes ont été enregistrées au Nouveau-Mexique et dans une ville de l'État de New York, soit 76 cm sont tombés. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.